Je m'appelle Sylvie, j'ai 60 ans. J'ai 3 enfants, Caroline, Frédéric et Thomas. Mes 2 aînés ont quitté le nid il y a une vingtaine d'années, mais Thomas vit encore avec moi. Il a 26 ans, mais c'est mon petit dernier, mon bébé. Le lien qui nous unit est très fort et je n'imagine pas mon quotidien sans lui. D'ici quelques mois, Thomas prendra son envol, il va emménager à Paris et je vais me retrouver toute seule. J'ai terriblement peur de perdre mon fils, nos moments de complicité et notre relation fusionnelle. Voilà, mais Thomas n'est pas là, mais je commence à préparer le repas du soir. Alors j'adore faire plaisir à mon fils, j'aime bien y préparer ses petits plats préférés. Donc aujourd'hui la quiche Lorraine, et je sais que s'il n'était pas là, je ne le ferais pas. Hein. Le soir, c'est un plaisir de se retrouver. Nous passons 1 heure à discuter et je trouve que c'est super. Voilà le rituel de la journée. Je reprends les affaires de Thomas. Et après, je vais y repasser. Avec 3 enfants, j'ai eu beaucoup de travail. Puis là, il me reste Thomas et je continue. Voilà, ça fait 38 ans que ça dure. Puis là, mon petit dernier, je le chouchoute un peu plus que les autres. Voilà. Ça, c'est le cadeau de Thomas. C'est le petit chouchou qui restera avec moi quand il sera parti. C'est un petit morceau de lui qui me laisse, puisque c'est lui qui me l'a offert. Et puis il faut que je commence à m'habituer à son absence, qui va être un peu dur pour moi. C'est un moment que j'appréhende énormément, même pas, énormément. Mais l'oiseau prend son envol et quitte le nid. Sylvie, bonjour Sylvie, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes une fidèle téléspectatrice de cette émission. Tout à fait. Ça vous fait plaisir d'être là? Énormément. Bon, vous venez chercher des réponses, on le voit, vous êtes très inquiète. Vous êtes aujourd'hui à un tournant de votre vie. Votre petit dernier Thomas a 26 ans. Oui. Et il est sur le point de quitter la maison. Oui. Mais il est temps à 26 ans, non? Pour moi, il a pas 26 ans. Pour moi, c'est encore je le trouve encore ado. C'est vrai? J'arrive pas à le voir vieillir. Quand est-ce qu'il vous a annoncé qu'il souhaitait prendre son envol? Il n'y a pas tellement longtemps, il y a à peu près 2 mois, puisque il a réussi en partie son concours policier. Il n'y a plus que l'oral, donc il m'a dit, quand j'ai l'oral, je pars pour 8 ans pour Paris. Et là, ça m'a fait 8 ans à Paris, et puis voilà, je me dis Paris, Toulon, Paris, c'est à côté, mais ça me fait peur. Ça me fait peur de ne plus le voir, quoi. Il vous a donné une date de départ? Pas encore, non, pas encore, mais en principe, c'est dans l'année. C'est dans l'année qui vient. Pour 8 ans. Mais en même temps, Sylvie, c'est normal d'élever ses enfants dans le but qu'ils s'envolent. Oui, c'est normal, mais le dernier, je me suis tellement habituée à sa présence. Et je vous dis, je n'ai pas l'impression qu'il ait 26 ans. Il a une copine? Non. Il a plus. Voilà. Vous avez peur qu'il ne sache pas se débrouiller tout seul? Oui. Je lui fais tout. Ma fille peut en témoigner puisqu'elle va être là. Mais je fais bien sûr à manger, le lavage, repassage. Je ne sais même pas s'il sait mettre une machine. Bon, après, il sait se faire à manger. Hein. Ça, je sais, il sait se faire à manger. Mais si maman le fait, pourquoi se déranger? Bah oui. Puis je le fais avec plaisir, de toute façon. Voilà. Ça, j'imagine. Comme je ne travaille plus, j'ai un peu plus de temps encore à lui consacrer. Voilà. Donc toutes ces angoisses portent un nom, dont vous avez déjà entendu parler, j'imagine, le syndrome du nid vide. Oui. Alors à vos côtés, Solange et Marie-Josée. Bonjour à tous les deux. Vous êtes toutes les deux mamans de 3 enfants et comme Sylvie, vous avez très mal vécu leur départ de la maison. Grâce à vos témoignages, on va aujourd'hui tenter de rassurer Sylvie, de la conseiller pour qu'elle franchisse cette étape le plus sereinement possible. J'imagine que le témoignage de Sylvie vous rappelle quelques souvenirs à toutes les deux?
Pour moi, c'était... je n'ai pas eu l'appréhension des enfants qui partent. J'avais peut-être même une certaine impatience à certains moments. Ouais. Et c'était aussi pour moi l'occasion de commencer une carrière un peu plus intéressante. Et, donc, je n'étais pas impatiente qu'ils partent, mais ça ne m'embêtait pas du tout. Et puis Donc, finalement, j'ai ça pas eu vous est cette tombé dessus anticipation. après? Bien après. Bien après? Ouais, peut-être 4 ou 5 ans après, Ah bon? le jour où je me suis dit, en fait, ils sont vraiment partis et je vis seule. Ouais. Et la difficulté que j'avais, c'était quand je disais autour de moi, mais les enfants me manquent, j'entendais aussitôt, mais c'est normal, mais tu vas pas te plaindre. Et j'étais d'accord avec ça. Et en même temps, je trouvais que c'était quand même dommage de ne pas pouvoir le dire. Et je pense que ce qui me manquait, c'était vraiment ce passage de pouvoir dire ça. Pas l'admettre seulement pour moi, mais l'admettre Dire à la quoi? face du monde. Dire que c'est difficile ce passage, de vivre dans une agitation permanente, avec des gens autour de soi, avec du désordre, et puis plus rien. C'est une réalité concrète, en fait, physique. Et vous, Solange? Même moi, c'est un petit peu spécial parce que moi, je me suis retrouvée toute seule, plus d'enfants, mais plus personne, plus que moi. Donc, c'était un choix personnel, mais ça a été difficile parce que, pareil, dans une maison, les enfants, avec le mari, il y a du monde, il y a du bruit, il y a de la lessive, il y a plein de choses à faire. Puis quand on rentre chez soi et qu'il n'y a personne, eh ben, on ne sait plus quoi faire. Alors, face à vous, mesdames, le seul homme de ce plateau, et pas n'importe lequel, un homme, un vrai. David Lefrançois, qui est psychologue et expert en neurosciences. Bonjour David, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce syndrome du nid vide? D'abord, c'est un syndrome qui touche beaucoup plus de personnes qu'on pourrait l'imaginer en fait, en vrai. Ça touche essentiellement des personnes qui sont ou dans un célibat, c'est-à-dire qu'elles sont seules avec le dernier enfant, ou alors elles ne sont pas en célibat, mais dans le couple, il y a quelque chose qui ne va pas et tout a été misé. En fait, le nid vide, c'est un surinvestissement sur le dernier enfant. Et vous parliez tout à l'heure beaucoup de l'agitation. Ouais. En fait, s'occuper de nos enfants, ça prend du temps. Et on se met, dans le langage courant, on dit on se met la pression. Mais quand on n'a plus cette pression, en fait, on a une dépression. Et en fait, le syndrome du nid vide, il est équivalent à ce qu'une femme pourrait vivre, ce qu'on appellerait le baby blues. C'est-à-dire que j'ai porté cet enfant dans mon ventre pendant des années. Il y a une libération. Cette relation que j'avais, elle est terminée. On va rencontrer une autre, parce que là, on est au summum de la relation fusionnelle. Et en fait, le syndrome du nid vide, c'est exactement la même chose, en fait. C'est le baby blues avec le dernier qui va partir. Et c'est quelque chose qui doit impérativement se préparer, parce que sinon, ça craint. C'est vrai. Ce que je dis, ça fait 6 mois que je ne travaille plus. Enfin, 6 mois depuis le 1er juin, je suis en retraite. Mais il me semble que si j'avais encore travaillé, je n'aurais pas réagi comme ça. Parce que je m'investissais beaucoup dans mon travail aussi. Mais là, il me semble que j'ai tout reporté sur Thomas. Mais en fait, il n'est pas encore parti et vous êtes présente là aujourd'hui. Donc c'est bon, vous Oui. avez le temps de vous préparer. Oui, là. oui, oui, Hein, oui, oui. En fait, c'est une vraie pulsion de vie, votre présence aujourd'hui. Et c'est déjà une bonne chose, n'est-ce pas, David? C'est une bonne chose et en même temps, ça prouve une chose sur l'étonnante capacité du cerveau d'inventer une réalité. Votre cerveau, il ne fait pas la différence entre une situation réellement vécue et une situation inventée de toutes pièces. Et vous êtes déjà en train d'anticiper un scénario catastrophe, alors qu'en fait, en vrai, vous n'en savez rien. Non. Peut-être que retrouver cet espace de liberté va vous permettre de vous investir dans d'autres choses, de renouer des relations, de vous investir et de prendre enfin soin de vous, peut-être aussi. Oui. Donc Ah, là, tout à fait, c'est tout à fait. justement, je trouve que Sophie a raison, c'est la meilleure période pour se poser les bonnes questions et de réorienter sa vie et puis peut-être un petit peu de centrer une partie de sa vie sur soi. Ça peut être bien aussi de se traiter en première classe. Ça pourrait être pas mal, oui. Ouais. Ça vous est déjà arrivé de penser à vous? Pas assez souvent. Pas Parce assez qu'on me souvent, dit, oui. hein. Parce que, Alors, voilà. on va remonter quelques années en arrière. Sylvie, vous avez 3 enfants. Les 2 plus grands sont donc partis il y a déjà quelques années. Oui. Vous les avez bien vécus, ces premiers Oui, départs? parce que en 98, lorsque j'ai divorcé de leur papa, ma fille aînée donc est partie vivre avec lui, mais c'était un choix, je dirais, bien consenti des 2 côtés. Mais on était dans la même ville à côté. Moi, j'avais gardé les 2 garçons. Bon, ça allait très bien. Bon, c'est fait petit à petit. Et puis, mon petit dernier. Voilà, ça c'est Thomas et Caroline. Voilà. Et puis quand Frédéric, enfin, mon 2e enfant, est parti, là je venais de me remarier. Donc c'était pas... Bon, il est parti, mais c'est pareil, il est parti, mais faire ses études à Antibes,
à Sofia Antipolis, donc il revenait tous les 15 jours. Ça n'a pas été une coupure franche. Pendant 2 ans, il venait, nous allions le voir. Bon. Ce qui est étonnant quand on vous entend parler, c'est que vous parlez de votre relation avec votre fils comme si vous étiez en couple tous les deux. Oui, d'une certaine façon. D'une certaine façon, parce que... Vous dînez tous les deux, Oui. vous discutez pendant 1 heure, Oui. vous vous faites des confidences? Oui, quand ça va pas, mais je sais que je peux lui poser des questions, je lui demande qu'est-ce que tu ferais, ou... Ah, vous lui demandez son avis? Oui, même qu'il est... Oui, oui. Alors, votre fille, Caroline, est avec nous dans le public. Bonjour, Caroline. Je vous vois sourire. Qu'est-ce que vous pensez de la relation que votre mère entretient avec ce petit dernier? Je pense qu'elle a tout dit en fait. Ouais. C'est le petit dernier et le petit dernier, c'est le chouchou. C'est Ouais. voilà. Donc non, mais ça fait des années que je lui dis que c'est un tanguy à la maison, qu'il serait temps qu'il parte. Hein, donc c'est un avis personnel. Oui, j'aurais Et dû moi l'appeler après, Tanguy. voilà, je connais sa situation, voilà, personnelle, privée. Et je sais que Celle de votre mère? Oui, comme Est-ce que vous avez l'impression qu'elle se raccroche à lui un peu comme à une bouée? un peu. Elle a tellement eu des déceptions sentimentales que c'est le dernier homme sur qui elle peut avoir confiance. Malheureusement, c'est Mais je suis ça. sûre que ce soit un immense service à lui rendre à votre Non. fils. Hein, c'est ce que vous pensez aussi? Je pense qu'il serait temps, oui, qu'il prenne son envol. Vous avez l'impression qu'il a très envie de partir, lui? Non, Qu'il il est bien. étouffe un Non, peu il est trop bien choyé. Non, non. Non, mais ça peut être un peu étouffant, peut-être. Oh, mais il fait quand même sa vie. Et, il était au domicile de maman, mais il fait ses horaires. Hein. Non, non. Est-ce que vous êtes inquiète pour votre mère et pour les mois qui viennent? Bon, elle sera rebondir, mais c'est vrai qu'elle anticipe quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais c'est bien, c'est une grande plutôt bien, stressée, non? donc. Mais je pense que c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est une coupure qui peut la faire rebondir et partir sur de nouvelles bases, même pour elle au niveau privé. Hein. Bah, c'est sûr. Oui. Ce qu'il y a du départ, moi, je ne suis pas positive. Ça, c'est Ah oui, pas vous bon. n'êtes pas Je vois positive tout dans dans, l'ensemble, je vois vous voulez toujours dire? dans le négatif. Ouais. J'essaye de me soigner. Hein. Mais bon, Vous avez peur de quoi, par exemple? de l'avenir, du futur, de me retrouver seule, complètement seule. Mais j'ai toujours eu peur de la solitude, Ouais. de l'abandon. Mais ça, comme ma fille, elle vous dirait, ça vient de loin. de loin. C'est-à-dire? Parce que maman, elle a perdu un jumeau. Ouais. Et j'ai le syndrome aussi du jumeau manquant. Enfin, Oui. voilà, du Vous aviez du plus beau, oui. un frère jumeau? Un bébé qui n'était pas encore... Enfin, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, qui est mort in utero. Mais j'ai cette peur très fréquent. de l'abandon, c'est abominable. C'est très fréquent. Il faut savoir que le syndrome de gémilité comme ça, fantôme en fait, Oui. ça touche quasiment 20% des membres de la population. C'est énorme, on n'imagine pas. Je me suis Et c'est vrai que beaucoup- ça va générer après des manques. Mais en Oui. fait, depuis tout à l'heure, il y a un mot qui ressort beaucoup, c'est la notion de fusion. Et il y a un mot qu'il faut rajouter, c'est la notion de confusion. C'est qu'à la fin, il y a une confusion des genres, c'est-à-dire Oui. qu'il y a un surinvestissement. Et c'est important de comprendre que dans le mot confusion, il y a le mot fusion. Et qu'il y a aussi un autre mot qu'il faut aussi l'entendre aussi. C'est qu'il ne faut pas se tromper. C'est la relation avec un fils. Un fils, ça reste un fils et ça doit rester un fils. Et le principe, c'est d'en faire un homme, pas son homme. Et c'est important aussi de faire cette distinction-là, parce que le risque avec lui, c'est que vous savez que dans sa première relation, il recherchera exactement l'équivalence de sa mère. Et c'est important aussi qu'il n'ait pas un retour d'infantilité dans sa relation. Donc c'est notre job. Khalil Gibran disait ça très bien. Il disait les enfants sont de nous et pas à nous. Bah, non, oui. Donc, comme le disait très bien Sophie en préambule tout à l'heure, le principe c'est de le rendre autonome et vole. Mais là, en fait, il ne peut pas prendre son envol. Ça va être très je difficile défends pour des lui. fois, oui, je défends. Il est clair qu'à un moment donné, son autonomie, elle passe par le fait que vous acceptiez de le rendre autonome. Oui, mais Voilà. là, il était content de partir, au contraire, il est content de partir à Paris, Ah, d'un mais seul coup. Qu'il soit content consciemment de partir, c'est une chose. Et puis peut-être aussi, un peu, à un moment donné, c'est important aussi à cet âge-là, Ah oui. quel que soit son âge, d'avoir envie de prendre son envol, c'est normal. Oui. Mais après, qu'on ait les capacités de le faire, inconsciemment, c'est autre chose. Ah oui. Ça veut dire qu'en fait, on n'imagine pas à quel point notre relation avec nos enfants les prépare à l'avenir. Et pas simplement maintenant, on les prépare aussi dans 10, 20 ans, parfois 40 ou 50 ans. Et c'est important de comprendre que notre job, c'est de les rendre autonomes. Oui. Et les rendre autonomes, c'est de les amener à penser par eux-mêmes, s'adapter à toutes les situations, renforcer la confiance quoi qu'il arrive. Et c'est difficile quand on a quelqu'un qui prend tout en charge, qui prend tout en main.
Alors c'est confortable. Je fais une erreur alors. Enfin, je ne devrais pas faire tout ce. Enfin, Non mais à la limite, c'est fait. Et moi Oui. je veux dire une chose, ce Oui. qui est, et on ne peut pas le changer. Le principe, c'est pas de savoir qui a raison ou tort. oui, oui. Ce qui est vrai, c'est qu'on a une relation qui peut amener une personne à un manque d'autonomie, mais qu'il n'est pas trop tard pour justement le lui dire. Et puis, le lui dire, c'est aussi lui montrer. Je veux aussi que vous compreniez une chose. Alors là, on n'a pas affaire à un enfant, mais une fois encore, je le répète tout le temps sur ce plateau, mais nos enfants ne nous écoutent pas. Ils observent qui nous sommes. Si on offre l'autonomie à nos enfants en disant, écoute, tu sais quoi, t'es important dans ma vie, mais il n'y a pas que toi. Voilà. Parce que je me réalise en tant qu'homme ou en tant que femme, je me réalise professionnellement, on leur donne des modèles de réalisation. Si on leur dit, écoute, tu sais quoi, je ne peux vivre et être heureux qu'à travers toi, on leur offre un modèle qui les infantilise et qui leur empêche d'avoir même parfois de l'ambition. On a des parents qui disent, mais mon enfant, il n'a pas d'ambition. Mais lâche-le. Lâche-le, il va en trouver de l'ambition. Parce qu'à un moment, il sera confronté à la réalité et à des vrais principes de vie. Et c'est important de les lâcher. Lâchez-les, vos gosses. C'est super important. Oui, c'est vrai. Et je lâcherai les miens aussi, c'est promis. Alors, Marie-Josée et vous, le syndrome du nid vide, vous le connaissez sur le bout des doigts, puisque vous avez écrit un livre à ce sujet. Avec le recul que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sylvie? Peut-être pour la rassurer? J'ai envie de dire un peu, enfin ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez parlé de baby blues, par exemple. Moi, je sais, quand j'ai accouché la première fois, le baby blues, on n'en parlait pas. En tout cas, moi, je ne connaissais pas. Et alors, je me suis trouvée dans une phase difficile après mon accouchement, mais je ne savais pas ce qui se passait. Alors, je me disais, je ne sais pas, t'es une mauvaise mère, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Et le jour où, au deuxième enfant, j'ai su que le baby blues existait, j'ai traversé un petit coup de fatigue, mais pas de la même manière. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est de s'autoriser. Je crois que c'est très important, tout ce que j'entends. Mais en même temps, c'est de s'autoriser, et bien, être triste. Parce que même si on avait des petits colocataires à la maison, ils s'en vont, ça fait un vide, quoi. Donc, il y a vraiment de se donner ce droit-là, en dehors de toute stigmatisation freudienne, mère possessive et tout ça. Et vraiment, j'ai écrit le livre, je crois, pour ça. Parce que moi, quand j'en parlais, même à mes meilleures copines, c'était très, très vite effacé, ou je m'auto-effaçais, quoi. Oh, c'est mes chouchous, ça. Alors, vous êtes mère de 3 garçons. Ouais, ouais. Ils ont aujourd'hui 27, 25 et 23 ans. Ouais. Et ils ont été votre moteur pendant des années. Vous Ah les oui. avez élevés seuls. Oui, enfin, ils ont un père, mais disons que quand j'étais avec eux, j'étais seule avec eux, oui. Ouais. C'était comment l'ambiance à la maison? C'était que du... Ça, c'est un moment assez... Je peux commenter, là? Bah oui, bien sûr. Parce que c'était un moment assez intéressant. On était dans la rue, et je marchais derrière eux. Et tout à coup, je me suis dit, tiens, t'as plus des enfants petits. C'est-à-dire, j'ai vu 3 jeunes gens, quoi. Et j'ai pris cette photo. En fait, je crois que ils étaient encore jeunes, ils avaient peut-être 15, 17, 19. Mais je me souviens vraiment de cet instant où je me suis dit, tiens, ils s'en vont, quoi. Il y avait vraiment quelque chose. Et c'était pas déplaisant, hein, c'était ça. Mais j'ai perdu le fil, du coup, parce que les photos m'ont attiré l'œil. Vous avez divorcé alors qu'ils avaient quel âge? Oh, ils étaient très petits, hein. Ils avaient 2, 4, 6 en gros. Enfin, ouais, Ah ouais. très petits. Donc en fait, après, évidemment, tout ce temps... ce que je veux dire, j'aime bien entendre ces trucs sur ce qui compte, c'est la qualité du temps qu'on passe avec les enfants. En même temps, il y a aussi les chaussettes à laver, les choses à faire. Et ça, j'y tenais, et j'ai adoré le faire. Et certainement, il y a eu une forme de surinvestissement indéniable. Je n'ai pas su faire autrement. Déjà parce qu'il y avait ça à faire, parce que j'étais portée par un amour fou, et parce que je crois que j'aime faire ce que je fais avec passion. Et je ne voyais pas comment j'aurais pu activer juste un aspect touriste du truc, là. Ça ne marchait pas pour moi. Alors, vous étiez quoi? Vous formiez une équipe très soudée, tous les 4? Oui, soudée, et puis très sportive dans tous les sens. Hein. Je veux dire, c'était... Vous imaginez bien 3 garçons, enfin, je veux dire... Alors, par exemple, il a fallu que vous jouiez plein de rôles en même temps, j'imagine. Ouais. Oui, oui, oui. Alors, encore une fois, je pense que c'est très important de dire que leur père a continué à exister vraiment et qu'ils l'ont vu, etc. Donc, ce n'était pas sans repère masculin. Mais disons qu'il y a des moments même d'énergie physique ou de, je sais pas, moi, je vous rentrais avec vos propres chaussures dans les baskets, ça pue partout, vous voyez ce que je veux dire, les boîtes de pizza sous lit. C'est vraiment une énergie. Moi, je me rappelle le lundi matin, je retournais travailler, des fois j'avais l'impression de faire comme ça parce qu'il y avait eu, vous savez, la stéréo, les beats, là, tout le week-end dans la maison, quoi. Donc il y avait vraiment cette espèce de joie et de... C'était un peu une folie, quoi. Il y a aussi des moments où j'ai dû recentrer. Et... Voilà, et puis plus ils ont aussi... Vous étiez très colérique, autoritaire?
J'avais des moments, Un peu mes voisines un disaient peu le samedi soupolé. matin c'est un peu gendarme, quoi. Donc il y avait un petit côté un peu, tout le monde en rampe et voilà, et toi le ménage et voilà. Donc oui, j'avais ce côté marshal de troupe. Ça durait pas longtemps, ça ne faisait pas très peur, mais pour le coup je faisais pas tout, oui. Mais c'était nécessaire, hein. C'était nécessaire et puis. sûr. Et puis moi, je ne suis pas dévouée dans ce sens de Vous la tendance travailliez logistique. Hein, c'est pas... Non, Vous mais aviez t'as un été J'ai fait toujours la travaillé, j'ai structure. toujours travaillé, mais j'ai toujours arrangé mon travail autour de... C'est-à-dire, ils étaient l'absolu centre. Et puis quand ils sont partis, vous avez eu un travail plus intéressant? Ah oui. C'était très bien tombé parce que j'étais partie dans une nouvelle carrière, on va dire. Et là, j'ai pu faire des missions, j'ai pu... oui, vraiment, il y a eu un moment de grâce pour moi. Je crois que quand ils sont partis, j'ai aussi ressenti cette liberté-là. Donc il y a aussi le fait, vous parliez lâchez-les, vos enfants, ou je ne sais pas quel mot vous avez utilisé. On s'est vraiment lâché à ce moment-là parce que j'avais aussi envie et besoin de... Donc ça, c'était plutôt un bon moment pour Ah oui, vous, oui, ces oui. moments-là. Mais sauf que vous l'avez payé plus tard. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi vous l'avez payé 3-4 années plus tard? Moi, je ne sais pas si le mot c'est payé. Je crois qu'en fait, il y a quelque chose que je trouve vraiment très très lourd pour les femmes qui ont plus de 50 ans. C'est la représentation sociale. C'est-à-dire c'est extrêmement difficile de trouver des images valorisantes des femmes de plus de 50 ans à l'extérieur. Hein. Vous prenez un monsieur qui a 60 ans, les cheveux blancs, ben, il vend des capsules de café, quoi. Voilà. Il est très beau, hein. Il est très, très beau. Je suis pas mal non plus. Non, vous êtes très belle, je vous confirme. Ce que je veux dire, c'est que l'image qu'on renvoie, je crois que ce cap pour moi est passé, mais c'était un cap du nid vide aussi parce que, tiens, quand on n'a plus le rôle de mère, même au travail, parce que c'est un travail fascinant, mais à la fois, il n'y a pas un jour sans que quelqu'un dise « Ah oui, c'est bientôt la retraite ». Vous voyez? Ah oui. Donc il y a quelque chose, tout à coup on dit « Mais waouh, c'est lourd Bon, hein. vous nous raconterez ce contre-coup tout à l'heure que vous avez vécu, mais d'abord on va s'intéresser à l'histoire de Solange. Alors Solange, vous aussi, vous avez eu 3 enfants. Oui. Votre première fille est arrivée très tôt dans Oui. votre vie. Vous aviez quel âge? 16 ans. Vous? Oui. Waouh. C'était choisi, voulu? Non, c'était un petit peu un accident quand même, à 16 ans. Parce que j'ai rencontré mon mari, mon ex-mari, quoi. J'étais jeune et puis, bon, ben, quand on Il est était jeune... plus âgé que vous? Il avait 2 ans de plus, pas beaucoup plus, mais bon. Donc vous avez été très tôt très investie dans votre rôle de maman. Oui. Donc par la suite, vous avez eu Une autre fille, une autre fille Aurélie, et un fils. et un fils plus tard. Mon fils, ils ont beaucoup d'écart, c'est des points communs. Mon fils, il a... Là, c'est mes filles, voilà, quand elles étaient petites. Vous avez eu quelle relation avec vos enfants? Avec vos 2 filles et votre fils? Je pense une relation équilibrée. Moi, j'ai jamais été trop quand même maman poule, on va dire, mais équilibrée. Bon, je m'occupais de tout, parce que mon papa, c'est plus autorité. Lui. Moi, je m'occupais de tout, je gérais tout, les devoirs, la maison, tout ce qu'il y avait à faire, tout ce que fait une maman, en fait. Hein. Donc, Vous aviez un travail aussi? oui, j'avais beaucoup de petits boulots quand les enfants étaient jeunes, puisque le travail, c'était pas ma priorité. La priorité, c'était s'occuper des enfants. Ça passait, c'était normal, en fait. Donc ça vous, enfin vous preniez du bon temps, ça vous, Ah oui. c'était Moi, un c'était le bonheur pour bonheur. vous de vous occuper Oui, d'eux. moi, c'était le bonheur d'avoir les enfants, le week-end, d'avoir les copains, les copines. On partait tous pique-niquer, on faisait des sorties. Ça, c'était un bonheur pour moi d'avoir Vous-même, des vous amis. avez grandi dans quel schéma familial? Mais moi, c'est mon papa qui s'est occupé de nous parce que ma maman, mes parents ont divorcé quand j'étais jeune. Et donc, moi, c'est mon papa et mes grands-parents. Donc, je manquais de rien. J'ai une famille soudée, mais j'avais pas de maman. Donc vous aviez à cœur de Je pense de que ne mes pas reproduire. enfants aient une vraie vie de famille. Moi, j'aime beaucoup cette photo là. On est tous les 4. Il en manque une, on la voit pas parce que c'est en gros. Mais il y a ma fille en bas de la photo. Et David, le fait de se construire, soit on reproduit, soit on fait l'inverse de ce qu'on a connu. Bah, c'est souvent ça, on est dans des schémas de modélisation ou dans des schémas de rejet. Et une fois encore, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'à un moment donné, tout ça, ça s'anticipe en fait, tout ça, ça se prépare. Le syndrome du nid vide, c'est aussi un syndrome de personnes qui n'ont pas suffisamment préparé l'après. C'est-à-dire que le départ des enfants, le dernier, ça va laisser un espace de toute façon, un espace de vide, un espace de temps, et puis un espace, entre guillemets, d'activité. Donc, c'est hyper angoissant, en fait, le vide. Il faut quand même savoir que le vide, il n'y a rien de plus angoissant que de ne pas avoir une vision de ce qui va se passer demain. Et surtout, quand on a une base qui est une base anxieuse, c'est hyper anxiogène. Donc, c'est important de comprendre que
plus vous serez dans une logique d'anticipation. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit par rapport au positionnement social de la femme, qui est une véritable injustice, particulièrement plus dans ce pays. Mais c'est important aussi de comprendre que c'est important de s'investir dans son rôle de femme, mais ailleurs. On a 5 domaines de vie forts. Le couple, les enfants, le travail, la dimension familiale, et puis la dimension que j'appelle une dimension tribale, mes amis, la société. Et c'est important que dans chacun de ces couples, vous ayez un projet, en fait, en vrai. Comment je me réalise professionnellement? Est-ce que je m'investis dans le couple? Alors, s'il n'y a pas ces domaines-là, s'il n'y a pas un domaine de vie dans lequel j'ai une vision, dans lequel j'ai un projet, il va se passer quelque chose de très difficile. Je vais surinvestir dans les autres, et parfois plus que de raison. Et en fait, ce qui manque, et ce qui permet d'éviter le nid vide, c'est le syndrome de vision. Et pour ça, j'aimerais bien vous faire un petit exercice. Est-ce que je peux ou pas? Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Levez-vous. Vous allez regarder une lampe, par exemple, un point précis, et je vais vous demander de lever une jambe. Vous regardez ce point précis et levez une jambe. Allez-y. Très bien. Maintenant, fermez les yeux. Oh là. On est d'accord, stop. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, sans vision, on n'a pas d'équilibre. Et ce qui vous fait peur, c'est cette notion d'équilibre, en fait, en vrai. C'est juste important de le comprendre. C'est-à-dire que dès que j'ai la capacité de me projeter... Attention, Sophie, il y a une marche quand même. Donc, voilà. Sans vision, on n'a pas d'équilibre. C'est le fait d'être capable de se projeter, de dire, OK, quand tu pars, qu'est-ce que je fais derrière? Comment? Dans quoi? Donc, c'est important d'avoir une dynamique de projet dont vous parliez tout à l'heure. C'est super important. C'est vrai. J'ai très mal aussi vécu, disons, mon arrêt de travail, enfin, l'arrêt de mon travail, parce que j'aimais beaucoup ça. Donc, ça aussi, vous voyez, il y a un peu tout qui Vous se êtes mélange. rattaché à lui, c'était la seule chose qui allait... Oui. En fait, on est exactement dans ce que vous disiez, c'est-à-dire, où est mon identité? Qui je suis? Bon, il m'en reste encore un, j'ai encore ce rôle de mère, j'y vais à fond. Mais c'est important de travailler ces autres identités. Mais il n'y a de pas rôle. d'autres domaines qui vous là, intéressent? Et là, oui, j'aurais d'autres... d'autres. Je voudrais m'investir, mais malheureusement, j'ai ma maman à m'occuper maintenant. Oui, c'est ça. Il y a souvent ce problème-là aussi, c'est-à-dire qu'au moment où les enfants s'en vont, on doit souvent s'occuper des parents. C'est vrai. Hein, c'est ce que vous avez connu aussi. Voilà. Voilà. Et c'est vrai qu'elle est assez... je suis fille unique, donc fille unique, tout m'incombe, tous les trucs. Donc, c'est lourd un peu. Alors Solange, on va revenir à votre histoire. Donc, qui est parti en premier? Ma fille aînée, forcément, puisque je l'ai eue jeune. Donc en fait, elle est partie à Angoulême pour faire des études. Elle fait des bandes dessinées, ma fille aînée. Donc forcément, à Marseille, j'habite à Marseille à l'époque. Donc elle était loin. Elle était loin. Elle Ça a été descendait. difficile pour vous? Ça a été difficile de la laisser à Angoulême. On aurait dit que je l'abandonnais au bout du monde. Ouais. Ça, c'était genre, dans la voiture au retour, on pleurait tous les deux parce que c'était la première qui partait. Donc, Tous les deux, c'est-à-dire avec votre mon mari? ex, ouais. C'était Ensuite, un qui est crève de parti? cœur. Après, j'ai eu Aurélie, en fait, qui faisait des études dans l'hôtellerie. Et elle a fait un stage dans le parc d'attractions pas très loin d'ici. Et puis, ça lui a tellement plu qu'elle a dit je reste là, maman, je reviens plus. Tu reviens plus? Mais comment tu reviens plus? Et bon, finalement, elle n'est pas restée trop longtemps parce que le soleil lui manquait, le sud aussi. Elle est revenue. Mais après, elle est allée s'installer avec un copain, donc, qui restait le petit dernier, Mathias. Donc vous avez chouchouté. On a Comme chouchouté Sylvie. aussi, parce que moi aussi, c'était mon petit dernier, c'est le petit garçon. On a chouchouté, je m'en suis occupée. Il avait quel âge là quand il était Quand tout sa seul avec sœur vous? est partie, il devait avoir une dizaine d'années. Ah oui, il était encore petit. Voilà, là, il est grand. C'est mon grand beau garçon maintenant. Puis après, donc, il a été adolescent. Oui, après, il a commencé à sortir avec ses copains. On le voyait plus beaucoup. Et puis, moi, je m'ennuyais un peu. Et puis, je me disais, mais quand il va partir, ton fils, tu vas faire quoi? Parce que avec mon ex, on s'est rencontrés jeunes et on n'a pas évolué de la même façon. Et puis, je m'ennuyais, moi. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai réfléchi. Et puis, en fait, c'est moi qui ai pris la décision. Je suis partie. Donc, en fait, moi, ça a coïncidé. Je me suis retrouvée toute seule, sans mari, mais sans enfant. Puisqu'il est resté avec son papa, c'était un choix commun. Hein. Ouais. Et là, quand on se retrouve toute seule et qu'on n'a jamais vécu seule, et je rentrais, il n'y avait pas de linge à repasser, il n'y avait rien à faire, en fait. À part s'occuper de moi, mais moi, je ne savais pas faire. Je n'avais jamais fait. Et oui, c'est ça le truc. En Ouais. fait, il faut commencer à apprendre à s'occuper de soi, C'est ça. à se trouver des centres d'intérêt, Voilà, c'est ça. à se faire plaisir.
Je suis d'accord. Et dès qu'on trouve ça, ben... Et alors, comment vous avez... il y a eu un déclic qui vous a fait rebondir? Moi, il y a eu un déclic. Déjà, il y a des collègues de travail qui m'ont bien aidée. Elles ont été très sympas. Ouais. Et elles m'ont dit, va sur un site internet où on propose des loisirs. Bon, pourquoi pas, comme je m'ennuyais, je suis allée voir. J'ai fait une Quel sortie. genre de loisirs? En fait, c'est beaucoup pour des célibataires et il y a des sorties. C'est des sites qui organisent des loisirs pour célibataires. Oui, on n'est pas obligé d'être célibataire, mais bon, c'est des gens. Moi, je vais aller au bowling, je vais mettre. Qui vient au bowling avec moi? Alors, on s'inscrit, puis on se retrouve à 10, à 15 au cinéma. Alors avant que vous nous racontiez la suite, petit suspense. David, on va revenir un peu sur tout ce qu'on dit, l'importance de l'anticipation de ce genre de situation. Hein? C'est juste essentiel. En fait, une fois encore, l'angoisse et l'anxiété viennent du vide existentiel. Les personnes qui sont dans des schémas d'angoisse, et on peut même aller jusqu'à des crises de panique, sont liées vraiment à des vides existentiels. J'ai du mal à savoir ce que je veux dans ma vie, ou alors je vis une situation qui ne me convient pas, mais j'ai peur de la changer. Ça aussi, c'est vrai. Ça aussi, c'est source d'angoisse. Mais en fait, j'ai pas le sentiment ni de faire ce que j'ai envie de faire, ni d'être qui j'ai envie d'être. Et ça, c'est source terrible d'angoisse. Et c'est important aussi Alors après, il y a toute une structure de l'enseignement familial, avec t'es une fille, tu dois devenir une mère, tu dois rester une mère, et puis on essaye de te laisser dans ce rôle-là. Et c'est important justement d'apprendre à s'épanouir à travers différents projets dans la vie, de se positionner, d'accepter sa propre autonomie à soi. Alors il y a souvent un truc aussi qui se produit, c'est qu'à ce moment où on a tout donné pour ses enfants, ou comme on l'entend dans vos témoignages, on a peu pensé à soi, on a surtout pensé aux autres, au mari, aux enfants, à la famille, etc. Pouf, on se retrouve en tête-à-tête avec son mari et tout d'un coup, on se rend compte, ce que vous disiez, qu'on s'ennuie. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le syndrome du nid vide, il arrive aux personnes ou bien qui sont célibataires, ou bien qui sont mariées, mais qui ne l'ont jamais été ou presque pas. Alors, ou plus. Parce que disait tout à l'heure Solange, que tout d'un coup on se rend compte qu'on évolue différemment. Mais ça prend du temps, ça prend de l'espace, un enfant, donc on va y investir du temps. Tout à fait. Et puis on laisse passer les autres domaines. Combien de fois on a entendu des personnes qui disent, moi je reste pour les enfants. Mais en fait, il n'y a rien de pire en fait, en vrai. On peut comprendre cette motivation, mais en même temps, c'est pas juste pour la personne. C'est pas juste pour le couple. Et puis quand on est dans cette dimension-là, on ne travaille pas son couple. C'est aussi important de dire que y a des moments quand on va accepter l'inconfort du couple qui n'est pas parfait parce qu'on a du temps investi dans les enfants. Mais le jour où ils partent, on est en contact avec cette réalité. On a la tête de cet homme-là, puis il va falloir faire avec. Oui, c'est ça. Il y a un autre moment qui est délicat, après, c'est la retraite. Ah c'est ça. Mais une fois encore... Quand les deux se retrouvent à la retraite, donc ils n'ont pas l'habitude d'être supportés, parce qu'ils sont tous les deux au travail, et puis tout d'un coup, ils sont à la retraite. Moi, ça me faisait peur, ça. J'avais peur de ça. Je me disais, mais comment tu vas faire la retraite? Mais parce qu'on se retrouve, il y a toujours une notion d'espace et de temps. C'est-à-dire que parfois, on a de l'espace, mais on n'a pas de temps, parce qu'on s'occupe des enfants, donc on vit dans le même espace, mais on n'a pas le temps. Et puis là, on a et l'espace et le temps, et du coup, on va avoir le temps de focaliser sur les défauts qu'on n'accepte pas ou qu'on n'aime pas, et ils vont ressortir de façon violente. Et c'est la raison pour laquelle, quand je parlais de ces 5 domaines de vie, il faut que vous compreniez, ça c'est un message fort que je veux envoyer, c'est que quand par exemple on a terminé notre boulot le soir, et quand on rentre, il y a un autre travail qui démarre. Il y a un travail de couple, il y a un travail éducationnel, il y a un travail pour soi, et dans ces 5 domaines de vie, il y a du boulot à faire. Et tant qu'on n'est pas dans une dynamique de faire les choses dans ces domaines-là... Pardon, mais pour les femmes, il n'y a pas que le travail de couple. Il y a le travail à la maison, il faut faire la cuisine, il faut ranger le linge, il faut faire le ménage, il faut gérer l'organisation de tout le monde. Et puis, s'il reste un petit peu de temps, il y a le travail de couple. C'est ça. Alors, les choses évoluent, Sophie. Il y a certains hommes très bien qui ont pris la nouvelle tendance. Il y en a plein ici, j'en suis sûr. Moi, j'en ai un maintenant qui est exceptionnel. En général, pardon, mais peut-être que les hommes se posent moins de questions. Voilà, ils s'accommodent d'une situation. En fait, il y a une chose qui est claire, c'est qu'au sein même du cœur des valeurs féminines, on va parler de valeurs féminines, pas de la femme, mais des valeurs féminines, il y a quelque chose la femme, elle a cette capacité à gérer la globalité des choses. C'est-à-dire qu'on peut dire tout ce que l'on veut, et même si on va me traiter de sexiste, il n'y a rien de mieux que la femme pour gérer un foyer, parce qu'elle a une vision globale, elle a la patience qu'un homme n'aura jamais. Et l'homme, il a cette tendance, parce qu'on lui a aussi, éducationnellement parlant, expliqué que comme il travaille,
quand il rentre, il doit se reposer. Alors c'est vrai. Non, tu travailles, tu dois te reposer, mais alors que c'est vrai que la femme, son travail, c'est 24 heures sur 24. C'est vrai. Bien, Alors, vous nous raconterez tout à l'heure, vous avez eu un moment difficile, donc vous le disiez, plusieurs mois de dépression, on va le dire comme ça, où vous pleuriez, avant de découvrir votre site de loisirs, et vous nous direz ce que vous y avez trouvé. Marie-Josée, après le départ de votre dernier fils, vous vous êtes sentie, dans un premier temps, vous le disiez tout à l'heure, un peu soulagée et contente de cette nouvelle liberté? Ça, c'est vrai. Donc, votre carrière a décollé, vous avez beaucoup voyagé, donc peut-être pas eu beaucoup le temps de réfléchir au départ de vos enfants. Non. Vous l'avez un peu occulté, tout ça? Occulter, c'est pas le mot, c'était juste comme ça. Je crois que c'est plutôt qu'à un moment donné, peut-être petit à petit, mais un jour je me suis dit, mais mince, tu vis toute seule, quoi. Et... Donc ça, c'était après cette période d'effervescence. Là, il y a eu un creux. Oui, et puis même Et ça peut-être s'est après traduit un an comment? ou deux, déjà, de temps en temps, je me disais, mais mince, tu vis toute seule. Un peu, vous disiez tout à l'heure, les 5, voilà, je ne me comptais pas 5 trucs. Il y a des moments où je me disais, t'as plein de trucs super formidables, excitants, effervescents, tout ça. Et puis, il y a des moments, paf, quoi, ça s'arrête. Et la Ça, vie c'était amoureuse dur. dans tout ça? Enfin, c'était pas une grande préoccupation. C'était pas une grande préoccupation? Non. Parce que ça s'est traduit par une dépression, là, cette prise de conscience de votre solitude? Dépression, je trouve. Enfin, c'est un grand mot? Oui, parce que je trouve que c'est vrai. Dès qu'on est triste, on est dépressif, quoi. Je veux dire. Tristesse, oui. Vous Le étiez chagrin, triste? oui, j'ai été Mais triste. au point oui. de plus avoir envie de rien faire, de pleurer, de pleurer beaucoup. de vous isoler du monde? De mal pas de dormir? manière systématique. Non, c'était plus. Si, j'ai eu des moments comme ça. Mais j'ai pas eu comme ça, pendant 6 mois, je vais fermer les fenêtres. Enfin, j'ai pu continuer à fonctionner. J'ai vraiment des moments de grande tristesse. Ouais. Hein. Et vous êtes allé consulter, vous êtes allé voir quelqu'un pendant cette période-là? Alors, de en fait, je suis allée voir quelqu'un. Et la psy me disait, en gros, elle voulait que j'aille mieux, quoi. Et moi, je voulais passer cette période, je voulais vivre cette période. Je voulais regarder ça en face, quoi. C'est tout juste qu'elle ne voulait pas me donner des médicaments. Vous voyez, et moi, je disais, attends, mais il y a un truc qui ne va pas. Je veux regarder ça en face et aller au-delà. Après, j'ai vu quelqu'un qui était un thérapeute comportementaliste. Ouais. Et ça, c'était vraiment bien parce que c'était, bon, qu'est-ce qu'on a sur la table maintenant et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ça m'a aidée. Et par exemple? Bon, par exemple, au plan social, j'ai toujours eu des activités sociales et de loisirs, mais c'était dilettante. C'est-à-dire, en fait, je faisais ces choses avec un certain plaisir, mais sans grand investissement. C'est-à-dire, j'y étais pas émotionnellement investie. Et là, j'ai trouvé quelques trucs qui m'ont enchantée, notamment des choses semi-humanitaires, caritatives. Toutes vos émotions étaient concentrées sur vos enfants? Ah oui. Voilà, donc le reste, vous le viviez? Pas toutes, mais c'était tellement... déséquilibré? Oui. Il y a une notion de besoin dans tout ça, hein. Le besoin de s'occuper d'eux. De toute façon, les besoins que nous avons, on ne les arrête pas. Quand on a un besoin, d'une façon psychologique ou physique, on va le vivre, notre besoin. Donc l'essentiel, c'est comment je fais pour l'incarner. Ouais, c'est sûr. Mais le problème, c'est que si j'ai pas d'espace pour l'incarner, je vais me sentir démuni et je vais me sentir mal. Ouais, Et c'est cette période-là qui s'est passée. Mais votre commentaire, je l'adore parce qu'en fait, on peut en tirer une leçon qui est très intéressante. C'est finalement, c'est quoi mes besoins dans la vie? Ouais, c'est ça. C'est une vraie question que vous pouvez vous poser. Quels sont mes vrais besoins? Est-ce que mes besoins en tant que femme, mes besoins en tant que mère, mes besoins en tant que personne dans cette société? Et comment je peux faire pour y répondre? Et c'est aussi important de comprendre une chose, c'est que quand vous avez la chance d'identifier un besoin et qu'il vous nourrit, mettez-le en arrosage automatique. Ça, c'est un très bon conseil. Mettez en place un système d'arrosage automatique. Alors, précisément, ça veut dire quoi, ce que vous êtes en train de dire, cher David? Alors, je vais vous le dire. Imaginons comme ça que... Par exemple, j'ai le besoin d'être aimé. D'aimer et d'être aimé. Bon, bah bienvenue. Alors, comment je fais ça en arrosage automatique? Non, alors, dans ce besoin d'être aimé, il va peut-être y avoir besoin de partage, besoin d'intimité. Moi, par exemple, j'ai besoin de pratiquer un sport, d'accord? Donc, je vais mettre ça en arrosage automatique. Je sais que, par exemple, le jeudi soir, entre 18h30 et 20h, juste après, eh ben, je vais y aller. Ah oui. Je vais y aller. Et
si on me donnait un rendez-vous extrêmement important, eh ben, je ne dois pas le remettre en question. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire qu'en fait, l'autre, il est plus important que moi, en fait, en vrai. Donc c'est juste essentiel de dire, à partir du moment où je prends soin de moi, que je mets en place quelque chose dont le besoin est essentiel, je ne le remets pas en question et je m'assure que ça soit automatique. Un peu égoïste, quoi. Être un peu égoïste. Non, c'est pas être un peu égoïste, c'est être complètement penser à égoïste. soi. Et au bon sens du terme, parce que les gens confondent vraiment la dimension de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Et on a fait dans nos sociétés l'égoïsme quelque chose de néfaste. Maintenant, je veux dire une chose. On ne peut donner que ce que l'on a. Je peux vous donner du temps si j'en ai, de l'amour ou des connaissances et des compétences que si j'en ai. Mais si je ne les développe pas, si je ne prends pas le temps de les nourrir, je ne peux pas les offrir. Donc pour avoir de la disponibilité pour mes enfants, il faut que j'en ai pour moi. Pour aimer facilement les gens, eh ben, il faut que je prenne à m'aimer aussi. Et c'est comme ça. Et c'est juste un principe. Mais une fois qu'on a compris ce principe et qu'on en fait un vecteur, eh ben, on fait exactement ce que Marie-Josée a fait. Elle change sa vie, elle remet en question des pans complets de sa vie. Et puis à un moment donné, on se aperçoit qu'il y a une nouvelle dynamique et qu'il y a de la vie après le départ du dernier, disons. Ça veut dire Ah, mais se je me faire suis quand même- plaisir, quoi. Oui, non, mais je me suis quand même mis à prendre des cours d'italien. C'est bien. Je fais du sport. Et pourquoi Voilà. l'italien, dites-moi On sait jamais Parce que je s'il y suis avait- d'origine, parce que je suis d'origine italienne, tout simplement. Ah bon, vous êtes d'origine italienne. Oui. Mais c'est déjà bien, non? Ça vous fait plaisir? Oui, L'important, c'est de se faire plaisir. oui, oui, ça me fait plaisir. C'est un peu mes racines. Est-ce que vous faites du Retrouver- sport? Oui, Quel genre de sport? du sport déjà en salle, Ouais. donc 2 fois par semaine. Même j'aurais dû faire 3, j'adore. Du vélo aussi et l'été la natation. Alors, on a eu envie d'avoir le point de vue d'un enfant et c'est Dorian qui se trouve dans le public et qui va venir nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Sophie. Alors, vous avez 27 ans, Tout à fait. vous êtes enfant unique. Malheureusement. Votre. Pourquoi malheureusement vous avez Ça a souffert été- de solitude? Ouais, assez. Bon. J'aurais aimé avoir une fratrie. Pareil. Alors, votre maman n'a pas pu se libérer, mais si vous êtes là parmi nous aujourd'hui, c'est que certainement elle se serait retrouvée dans les témoignages de nos invités. Tout à fait. Et particulièrement Sylvie, j'ai eu l'impression d'entendre l'entendre. et de voir ma mère, mais alors. Vous à êtes 100%. resté avec votre mère jusqu'à quel âge? J'y suis encore. Bon, on vous appelle Tanguy alors, non? Ça commence. Ouais. Ça commence. Et donc, je m'y fais. elle vous chouchoute Elle me couve, elle m'étouffe. Oui, c'est ça. Mais je le vis comme une fatalité. Il n'y a pas nécessairement de... Là où je pense qu'il y a une notion d'espoir pour Sylvie, en ce qui me concerne, parce que les situations sont quand même légèrement différentes, j'estime que je Il y a vis plus avec, d'espoir je l'admets et je suis... je le vis bien finalement. C'est terrible de dire ça. Non, parce que c'est pas non plus, c'est pas une souffrance. Vous savez que dans le bouddhisme, l'admission de la souffrance, ça mène vers le nirvana, le calme, la sérénité. Donc j'essaie de le voir comme ça. Donc vous êtes dans le calme, la sérénité. Plutôt. Bon. Plutôt. Vous êtes parti une première fois Tout à fait. à 22 ans. Tout à fait. Vous êtes parti où? Aux États-Unis, c'était le rêve, c'était un peu la génération Y, le rêve américain. Je voulais vraiment me réaliser, puis je me cherchais un peu aussi. Faire quoi? Poursuivre mes études déjà d'un côté, et puis vivre le rêve américain, saisir ma chance, pas avoir de regrets. J'ai longtemps réfléchi parce que je voulais déjà partir quand j'avais 18 ans. Je ne l'ai pas fait par culpabilité. Et finalement, à 22 ans, je me suis dit c'est maintenant ou jamais, tu es en âge de voyager, et tu vas le regretter. Donc je suis parti le jour de son anniversaire. Donc c'est mal tombé, mais et je l'ai très très vite regretté parce que même si ça s'est plutôt bien orchestré les premiers temps, j'ai un peu vécu la même expérience que votre fils, des concours de circonstances assez négatifs. Puis après cette espèce de culpabilité qui me rongeait et un mal du pays, un manque de. C'était mon Culpabilité seul de la laisser seule. Oui, et puis un manque d'affection aussi. C'est mon seul canal d'affection. J'ai toujours reçu de l'affection de par sa personne. Donc c'était loin là, sur le plan géographique. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, votre mère? Tout. Ça a été ma meilleure amie, la femme de ma vie, ma sœur. C'est une figure exceptionnelle.
Alors je sais que c'est très malsain ce que j'exprime, Non, mais je ne dirais pas ça, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi vous dites que c'est votre destin. Vous pouvez penser... Il y a un moment, il va falloir que vous pensiez à vous quand même. oui, mais là les rôles s'inversent un petit peu. On en parlait tout à l'heure. Elle s'est chargée de moi jusqu'à maintenant, et là elle rentre dans une partie de sa vie où elle est plus aussi valable qu'avant. Puis en plus, elle a des soucis de santé, elle est fibromyalgique. Donc cette part de prise en charge là, je lui dois entre guillemets. Je pense que c'est naturel. Vous envisagez aujourd'hui de partir pour de bon? Absolument pas. J'aimerais, ceci dit. Bon, Bien. David, D'abord, merci pour la franchise de ce témoignage et puis le positionnement affirmé, parce que je trouve ça très intéressant d'oser dire les choses telles qu'elles sont, c'est bien, j'admire toujours ça. En même temps, même si on ne va pas parler de dimension malsaine, il y a un moment donné, vous allez devoir vous retrouver aussi en tant qu'homme, et c'est important. Et puis, c'est aussi important que vous ne lui fassiez pas porter ce poids-là aussi à vie, l'un et l'autre, dans cette relation. Ce que j'ai envie de vous apprendre aujourd'hui, c'est une distinction entre le « ou » et le « et ». Parce que quand on écoute souvent les personnes, et ça c'est un syndrome très humain, on se dit c'est ou bien je vis avec ma mère, ou bien je la quitte et je fais ma vie. Ça c'est ma personne, j'ai une vision très manichéenne des choses, c'est voilà. noir ou blanc, j'ai du mal à trouver un juste Vous milieu. devez apprendre à développer la notion de et c'est de dire je peux vivre ma vie, vivre mon autonomie, construire un foyer, construire une famille et continuer à prendre en charge aussi ma mère parce qu'elle en a le besoin et c'est aussi mon rôle. Je reconnais ce rôle-là, mais c'est important de rentrer dans une logique du « et ». Trop souvent, les êtres humains se bloquent dans leurs limitations parce qu'ils se disent c'est ou ça, ou ça. Non, ça peut être « et ». Et dès qu'on anticipe dans sa tête le « et », on commence à trouver des solutions, on commence à organiser sa vie différemment. Et c'est important d'échanger avec votre maman et de dire voilà, je vais continuer dans cette voie-là. Et à un moment donné, j'en ai envie, le besoin, mais c'est aussi important que ça devienne un projet personnel. Parce que c'est aussi important qu'on comprenne que ces deux expériences des deux enfants-là, on a des personnes qui vont partir et qui sont confrontées à une difficulté d'adaptation au monde parce que justement, le monde, il était hyper familialisé, d'accord? Donc c'est important de comprendre que vous devez vous confronter à ce monde, vous devez apprendre à vivre sans votre mère et reconstruire quelque chose parce qu'il y a une continuité dans la vie. C'est ça aussi, être un enfant. Voilà. vous acceptez cette idée? D'éventuellement prendre mon envol. Non, de considérer la vie comme non pas ou, mais et. Ah, oui, mais alors en théorie à 100%, en pratique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à mettre en place parce que arriver à articuler tout ça, les 5 plans que vous avez exprimés tout à l'heure, je trouve ça très très délicat. D'autant plus avec cette relation fusionnelle que j'ai eue et que j'ai encore avec ma mère. Déjà, ça m'a perdu sur certains plans. C'est vrai que sur le plan sentimental, j'ai pas nécessairement de repères. Ça a été une évolution monoparentale, donc j'ai toujours eu cette figure maternelle hyper présente. Je sais pas nécessairement ce que c'est le couple. Et j'en ai même pas l'envie. J'ai pas le désir de peut-être d'établir une relation sentimentale. Je suis très carriériste, donc sur le plan professionnel, ça peut être un moteur. Sentimentalement, c'est vrai que je suis un peu perdu. C'est normal, parce qu'apparemment, votre mère a occupé toute la place. Oui, puis d'abord, quand il n'y a pas de père, il n'y a pas de repère. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire ces valeurs, les valeurs du père, les valeurs masculines. Et puis c'est juste important de voir que vous êtes déjà en train de reproduire le même syndrome que votre mère en surinvestissant dans un domaine qui va s'appeler le travail. Et la seule chose que vous devez commencer à faire, c'est par prendre une décision d'avoir une vie différente et poser des actions qui vont avec. Mais ça peut être bien de prendre un coach, ça pourrait être sympa. Je pense aussi. Un bon life coach, c'est exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui dans votre vie. Vous en connaissez un? J'en connais de très très bons. Solange, alors vous disiez qu'après le départ de vos enfants, vous avez eu vraiment quelques mois difficiles, Oui. des mois de dépression, où vous ne trouviez plus goût à rien, j'imagine. Oui, en fait, c'est surtout quand je rentrais à la maison, de voir cette maison vide, Boulogne vide, je comprends très bien. J'étais triste. Et Donc j'avais vous aussi, de la Voilà. tristesse. pas de centre d'intérêt, en fait. Moi, je faisais rien avant. Ouais. Donc, Même pas de sport, même pas d'activité. Pas grand-chose. Et donc, vous êtes allé sur ce site de Oui. loisirs. C'était magique. Pour moi, ça a été magique. C'est-à-dire, alors racontez-nous. Magique parce que je faisais des choses que j'avais jamais fait. J'ai Par exemple découvert, le café-théâtre. Alors ça, je suis devenue fan.
Alors j'avais une copine, je la traînais tous les week-ends, on allait voir toutes les pièces qui passaient à Marseille, parce que Marseille c'est pas Paris quand même. On en a un peu moins, mais bon. Alors. Et puis le fait de pouvoir sortir le soir et pas se dire, il faut rentrer, il y a quelqu'un qui t'attend. Alors, la première fois, je me rappelle, je me suis dit, oh yes, Solange, c'est bien, tu rentres quand tu veux et personne. Après, j'ai pris goût au fait de sortir, de m'amuser, puis de faire des choses pour moi. Et donc, vous vous êtes épanouie en faisant tout ça? Oui, je me suis épanouie, je me suis un peu... Sans culpabilité? Non. Mais Vos bon, enfants, ils réagissaient comment quand vous leur disiez que vous sortiez? je pense qu'ils étaient contents pour moi, ils voyaient que j'étais bien, après que j'allais mieux, donc ça leur faisait plaisir. Et alors, à partir de quand vous avez commencé à rechercher l'amour alors? Au bout de quelques mois de célibat, moi ça me pesait parce que moi je ne me voyais pas finir ma vie toute seule. Hein. Pour moi c'était important d'avoir quelqu'un, d'être aimée. Et puis donc je me suis inscrite sur des sites de rencontres. Vous n'avez pas dû trouver du premier coup? Non, oh non. C'est un peu compliqué, c'est un peu... Puis quand on ne connaît pas, qu'on n'a jamais fait ça, il y a un peu des gens bizarres des fois. Oui, non, mais il y a des- Vous connaissez, vous? J'ai connu. Voilà. On fait des rencontres, voilà. Non, Puis on après, sait voilà. pas. Enfin, Et puis après, on tombe sur la perle rare. Enfin, ça a été mon cas. Et puis, on n'avait qu'une alors des perles là. voilà, c'est la mienne, je la garde. Et puis voilà. Et puis après, c'est... Voilà, il est là, mon homme, il est beau. Et, Ah voilà. et puis, je sais pas, c'est naturel après. Les choses se font d'elles-mêmes. Quand c'est la bonne personne, Oui, je crois. ça se On met se en pose plus de place naturellement. questions, ça, voilà. Marie-Josée, vous avez décidé donc d'écrire un livre sur ce sujet du syndrome du nid vide. Est-ce que ça vous a aidé? Ça a été un peu thérapeutique, l'écriture de ce livre? Tout à fait. Ça a été thérapeutique En fait, d'abord, je me suis mise à écrire sans savoir que j'allais écrire un livre. Je me suis mise à écrire parce que quelque part ça s'imposait, parce que c'était aussi un loisir, parce que j'aime ça. Et à un moment donné, je suis dans un milieu très international et j'ai commencé à entendre parler du nid vide, par notamment des anglophones, hein, Empty Nest. J'ai une collègue rwandaise qui me disait « Ah, mais au Rwanda, tu serais une reine avec 3 fils. Ah, c'est les mères des fils qui sont des reines. » Enfin, donc j'entendais plein de positionnements différents. Parce qu'on a 2 aspects là quand même dans le nid vide. On a ce qu'on peut ressentir soi-même, les relations avec nos enfants. Il y a aussi ce que dit la société. Hein. Et si la société prescrit d'agir d'une certaine manière, c'est comme ça que ça se fait. Et puis si la société prescrit autrement, ça se fait autrement. Et la norme est ailleurs. Donc il y a des normes différentes sur les sociétés. Donc ça aussi, je trouvais que c'était intéressant de voir qu'au fond, on s'auto-norme terriblement et on n'écoute pas tellement ce qu'on ressent. On écoute ce qu'on est supposé devoir faire. Donc tout ça, ça venait s'accumuler. Tout à coup, avec tous ces écrits, avec tout ce que j'entendais, tout ce que j'avais accumulé, je crois vraiment un jour, je me suis dit, waouh, t'as quelque chose, quoi. Et j'avais vraiment, vraiment envie qu'on en parle pour que des gens comme vous se sentent pas honteux ou gênés. Vous savez, quand la résilience, enfin vous qui êtes psy, les cyrulniques et autres, étape 1, le droit de parler. Le droit de parler, le droit d'être entendu, le droit de dire, de ne pas avoir honte. Vous disiez à notre jeune collègue ici, vous aimiez cette honnêteté-là. Moi, je dis en tant que femme, il y a des tas d'honnêteté qu'on ne s'autorise pas parce que, je ne sais pas, on a un stigma quand même. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Moi, mon prochain livre, c'est la ménopause, quoi. Mais c'est l'omerta totale. C'est l'omerta totale. Enfin, moi, ça y est, c'est bon, je suis sur la bonne pente. Mais Alors, je veux dire, voilà, vous c'est quand êtes même dans quel incroyable. état d'esprit, vous, aujourd'hui? Comment vous allez dans votre vie? Je vais très bien dedans. Vous voyez ce que je vais dire? Je vais très bien. Voilà. Bah, Je c'est peux pas- l'essentiel, non? Voilà. Je pense que... Quoi, c'est- ça veut c'est- dire quoi? Que vous êtes sereine, que vous Ouais, êtes c'est ça. épanouie? Et des fois, en fait, je crois qu'on n'est tellement pas habitué à se sentir bien que des fois, je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez, je veux dire, il y a un truc comme ça. Mince, alors on Voilà. se dit même qu'est-ce qui va pas quand on va bien? Il y a un peu de On ça. vit dans une société où Il y a un peu de ça. on nous envoie tellement une... D'ailleurs, tous les médias sont construits là-dessus, hein, sur ça va pas. Donc à force de regarder ce qui va pas, on se met en comparaison. Et quand quelqu'un qui déclare d'être heureux, aujourd'hui, on a le sentiment que c'est un extraterrestre. C'est ça. Alors que c'est quand même l'état le plus naturel au monde. On est heureux, on doit le rester, et on doit faire ce qu'il faut pour l'être. Et on ne doit jamais culpabiliser de l'être ou de devenir. Vous avez trouvé l'amour?
C'est une question récurrente. Je pense, je disais, pardon, non, pas pour vous, ça non, mais dans m'intéresse. la vie. Non, pardon, c'était pas avec vous. Mais je veux dire, c'est une question récurrente. C'est comme si, quand on n'est pas dans un couple, on était en déficit. C'est assez intéressant. C'est ça que je veux dire. Donc, c'était pas pour vous spécialement, mais on entend. Non, donc, c'est comme si j'entends que célibat pour vous, était c'est- en creux de quelque Non, mais chose. ça dépend. Moi, je disais tout à Oui, l'heure oui. que pour moi, c'est important. Pour Oui, vous, c'est pas un besoin. Et je ne sais pas si c'est le couple qui a un besoin. Je n'aime pas vivre seule, ça Ouais. c'est clair. Je n'aime pas vivre seule et en même temps, je vois que je ne peux pas, en tout cas pour le moment, et faire une démarche, par exemple, de recherche Ouais. active. Hein. Mais vous n'êtes pas hostile à une jolie rencontre. Non. rien de ce qui est joli Bon. ne peut me faire peur. Oui. Sylvie, vous avez bien fait de venir parce que vous allez repartir plein d'idées là. Hein. Comment ça va là? Vous avez quoi dans votre tête? C'est plutôt. Alors déjà, Non, vous je aviez suis- très peur de ne pas Pouvoir parvenir parler, mais à là, je me lâcher. sens tout à fait décontractée. Bon, alors je ne ça va croyais déjà. pas du tout que je serais comme ça. Donc vous vous sentez Et décontractée. puis, eh ben, je suis bien contente que Thomas il va partir. Bon, alors maintenant elle est contente. Non. Je dis ça, je dis ça parce que lui, il a hâte de partir. Mais bien sûr. C'est pour ça qu'il Et bien alors s'il a hâte de maintenant. partir, il faut vous en réjouir et, Oui, oui, et- c'est et tout à vous, fait. et vous centrer sur son bonheur Oui. à lui en vous disant Oui. que pour vous, Et je me dis que j'ai de la chance d'avoir 3 beaux enfants, très indépendant, autonome, indépendants heureux de et vivre. C'est plein essentiel d'amour pour non leur maman. Parce Et le que, dernier, voilà. comme les premiers, ils ont des ressources. Tout comme vos premiers enfants, ils ont pu s'installer dans la vie, être jolis, Oui. épanouis. Et ben, c'est important de comprendre que même le dernier, quand il sera confronté à la réalité, surtout dans l'univers de la police, et ben, il aura Et c'est ça, l'obligation d'adaptation. Et c'est très bien comme ça. Bon, merci en tout cas. Merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission. Sylvie, vous nous donnez de vos nouvelles. Je ne fais aucune inquiétude pour vous. Merci également à David Lefrançois. Merci à vous pour votre fidélité. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver la rubrique Toute une histoire ce week-end en version féminin. A tout de suite pour un nouveau numéro dans lequel nous retrouverons Valentin et Jacques, avec lesquels nous parlerons d'anorexie masculine. Ils se préparent dans les coulisses. A tout de suite. Merci. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. La chose contre laquelle je lutte le plus, c'est en ce moment, c'est surtout les vomissements, les crises. Je me fais vomir assez régulièrement, plusieurs fois par semaine. Valentin, l'un de nos anciens invités, a connu récemment des moments difficiles. Je pensais pas pouvoir reperdre autant de poids et repartir dans cet engrenage. Vous avez reperdu combien de kilos par rapport à la dernière fois? J'avais reperdu 10 kilos. Pour lui venir en aide, nous allons lui présenter Jacques, qui lui aussi a souffert d'anorexie. Ce que je voudrais dire aujourd'hui à Valentin, c'est que d'abord il est jeune, qu'il peut s'en sortir. Il faut qu'il retrouve une totale confiance en lui. Jacques et Valentin, 2 hommes fragiles aux histoires poignantes que vous pourrez découvrir dans un instant dans l'Histoire continue. Bientôt, au sommaire de toute une histoire. Moi, je suis coach sportif international. Je ne crois pas en l'impossible. Les rêves peuvent devenir une réalité à condition qu'on travaille dur, qu'on soit rigoureux. Je suis pianiste concertiste. C'est dans les épreuves qu'on se révèle. Il y a toujours un message positif dans tout. Lim et Chancel ont des destins totalement différents, mais ils partagent le même moteur. La personne qui a toujours été là constamment du début à la fin, c'est que mon père. Et quand il a compris que moi, ce que je voulais faire, c'était le sport et tout ça, il m'a dit « Ok, d'accord. Le seul truc que je te demande, c'est fais-le à fond et fais tout pour être le meilleur. » Je suis arrivée seule et je ne parlais pas un mot de français. Ouais. La seule chose que j'ai pu trouver, c'était un garage en fait en banlieue. Et pour moi, c'était mon salut. L'important, c'était que votre piano soit là. Ah, c'était la seule chose qui comptait pour moi. Je travaillais, il y avait un résultat. Voilà, c'était quelque chose qui était la chose la plus fiable. Pour eux, tout est possible si on s'en donne les moyens, et ils veulent le faire savoir. J'adore mon quartier. Il m'a apporté beaucoup. Et je me suis vite rendu compte qu'en restant là, j'allais pas pouvoir m'épanouir autant que ça. C'est impensable pour moi de ne rien faire. Oui. Sachant que mon père il s'est battu pour moi, que je viens d'un quartier difficile. C'est bon, on n'a plus le temps de pleurer.
place to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going.